Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le chapitre 6, qui est la troisième vidéo que je vais vous présenter sur la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement ou la chaîne logistique des approvisionnements. Elle sera découpée en trois vidéos, donc il y aura vidéo 3, 4 et 5 de façon à ne pas faire de vidéos trop longues sur ce sujet. Bon, on verra qu'effectivement, souvent de relations stables avec les clients, s'attache beaucoup à avoir des relations, à fidéliser les clients, à convaincre les indécis, etc. Donc il y a toute une démarche de satisfaction du client, voire même de fidélisation du client. Parce qu'effectivement, une entreprise, si elle se développe, c'est grâce effectivement au chiffre d'affaires qu'elle va générer. Et donc pour générer du chiffre d'affaires, il faut séduire. Cependant, il ne faut négliger qu'un maillon de la chaîne de l'entreprise. Et l'autre chaîne, ici effectivement la chaîne d'approvisionnement, est aussi importante. Lorsque vous faites baisser vos coûts de 5 à 20%, ça peut avoir un impact très intéressant sur votre bénéfice. À titre d'exemple, on va parler tout à l'heure de ratio de matière. Je vais expliquer un peu plus loin, mais juste pour vous donner un exemple, pour introduire le sujet, si vous avez une augmentation de 1% de ce ratio matière, autrement dit une augmentation du coût matière de 1%, ça peut avoir une répercussion de 25% sur votre bénéfice. Alors, tout ça, je vais venir et je vais détailler peut-être les notions un peu floues qui sont le ratio matière, les bénéfices, le chiffre d'affaires, etc. Allons-y, je vous propose de commencer donc par la présentation de la chaîne d'approvisionnement et notamment de l'approvisionnement des matières premières et qu'on appelle la nourriture et boissons. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet au niveau de l'approvisionnement. Et ensuite, on parlera comment contrôler ces matières et la maîtrise du coût matière, nourriture et boissons est, comme je disais, un paramètre indispensable à la bonne marche de l'entreprise. Si on veut assurer la pérennité, si on veut dégager le maximum de marge, il nous faut faire attention à ce coût matière qui, associé au personnel, c'est ce qu'on appelle les prime costs. Prime costs présente entre 20 et 40% du chiffre d'affaires. Je rappelle que le chiffre d'affaires, c'est la somme de vos ventes. C'est la vente de votre prestation de service, soit en hébergement par des nuitées, soit en restauration par des repas servis à des clients. C'est ce qu'on appelle donc les départements, c'est des produits qui viennent du département opérationnel. 20%, ça signifie que pour 1 euro de prestations fournies, ça vous coûte 20 centimes. D'accord ? Et bien sûr, moins ça vous coûtera, mieux c'est. Bien sûr, il ne faut pas négliger l'aspect qualitatif qui est important pour la satisfaction du client. Eh bien, quand on parle de coût matière qui représente tant du chiffre d'affaires, et on dit que c'est un ratio matière. Ici, le ratio matière, on va voir que c'est le rapport, je vous l'ai mis juste en dessous, le rapport entre le coût matière et le chiffre matière, ça mettre à matière un S ici, un S majuscule, pour bien marquer les esprits, bien marquer qu'il s'agit ici d'une formule générale, le coût matière, je vais mettre un grand S, pour dire qu'il s'agit de la nourriture et de la boisson. Bien sûr, ça n'empêche pas de séparer, afin d'affiner l'analyse, de séparer d'un côté le coût matière-nourriture et d'un autre le coût matière-boisson. L'intérêt de cet indicateur, c'est que ça permet de faire des analyses dans le temps, sur plusieurs années, et comme ça de pouvoir comparer pour notre établissement, pour l'entreprise concernée, de comparer dans le temps l'évolution favorable ou défavorable de soit à la hausse ou à la baisse dans l'espace. On peut très bien faire une comparaison avec les entreprises du même secteur de notre région, d'une zone géographique bien définie. Donc, une bonne maîtrise de ce ratio matière a son importance et pour cela, il est important d'avoir une relation avec les fournisseurs qui soit stable. Donc, d'où l'intérêt de mettre en place une démarche relation fournisseur. Alors, la chaîne d'approvisionnement qu'on appelle très souvent en anglais, vous verrez, les professionnels disent supply chain. Alors, ça comprend bien sûr tout le circuit d'information, de flux qui peut être soit physique, donc la circulation des biens, des denrées, des marchandises, du fournisseur jusque dans l'entrepôt,
et même dans les différents services, on verra tout à l'heure, mais aussi ça concerne aussi l'ensemble des flux d'informations. Parce qu'effectivement, eh bien, ces flux physiques, ces flux de marchandises, ce flux de biens, eh bien, sont généralement accompagnés, dans un but de traçabilité, sont accompagnés par d'autres documents, comme le bon de commande entre le fournisseur et l'entreprise, ou les bons de sortie entre l'économat ou le garde-manger vers les différents services. Pour aborder cette étude, je vous propose le plan suivant. On va voir tout d'abord le rôle et les objectifs de la chaîne d'approvisionnement dans une première vidéo, qui est la vidéo 3, depuis qu'on a commencé. Ensuite, je vous propose de voir les opérations de gestion et de contrôle. On va détailler, on verra la gestion des stocks, la quantité optimale à commander, comment minimiser les coûts, etc. Et puis enfin, on va terminer sur l'importance de stabiliser les relations avec nos fournisseurs. Ça dans une 5e vidéo. Grand 1, définir le rôle de la chaîne d'approvisionnement. On va définir le rôle de la chaîne d'approvisionnement, mais pour ça, il est important de maîtriser l'organisation interne de l'entreprise, afin de savoir où le suivi, de maîtriser le suivi de circulation des flux, aussi bien physiques que des flux d'informations. Le fait de connaître l'organisation, ça nous permet de voir ce suivi et de maîtriser la consommation des matières premières et d'en assurer l'usage, faire en sorte que l'usage soit pertinent, c'est-à-dire qu'on utilise le produit à bon escient, qu'il soit efficace, que les ressources utilisées soient adaptées à l'objectif que l'on va atteindre, et enfin qu'il soit efficient, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de gaspillage, qu'on économise donc nos ressources, qu'on les utilise correctement. L'organisation, donc, on va voir qu'elle repose sur une départementalisation des services, et dans une unité hôtelière, si on fait abstraction de la direction générale, on peut la décomposer en 6 départements. Donc on a tout d'abord le département hébergement, qui est l'un des départements les plus importants, avec deuxièmement le département restauration. Ce sont les départements les plus, ce qu'on appelle les centres de profit, ce qui génère du revenu. Et ensuite, vous avez les départements qui accompagnent l'entreprise. On appelle ça les départements fonctionnels. Autrement dit, ici, c'est l'aspect administratif et maintenant surtout. Le commercial, on peut le mettre dans les départements opérationnels puisqu'il s'agit de la salle de restaurant avec les serveurs, les chefs de partie, etc. Donc, on va voir que chaque département est décomposé en un ou plusieurs services et que chacun de ces services des départements en service permet donc d'avoir une clarté et un meilleur suivi matière physique, mais aussi des flux d'informations. Afin d'étayer donc la supply chain d'un hôtel-restaurant, je vais m'arrêter au département, je vais prendre le département opérationnel que le département restauration. Et on va voir donc l'ensemble des flux qui circulent donc de l'extérieur de l'entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Alors, nous avons d'un côté ici l'environnement externe de l'entreprise avec les relations avec le fournisseur. Et puis d'un autre côté, on a l'organisation interne de l'entreprise et plus précisément ici dans le département restauration. Et on aura aussi bien des flux physiques d'entrée que des flux d'informations entrantes et sortantes. Alors, première chose donc à observer, c'est que dans la relation entre le fournisseur et l'entreprise vont circuler une série de documents qui vont être les bons de commande, les bons de réception, la livraison des marchandises et aussi la facture pour le règlement des marchandises achetées ou des matières achetées. Donc effectivement, ce qui arrive à l'entrée de l'entreprise, donc qui arrive de l'extérieur, ce sont soit des matières, donc périssables ou non périssables, ou ce sont des marchandises qui sont simplement des biens qui vont être revendus en l'état. Soit des fournitures de bureaux, soit des fournitures des produits de maintenance, des produits d'entretien, etc. Et puis au niveau des matières périssables, qui seront soit dans les chambres froides, soit dans les réfrigérateurs, qui feront peut-être l'objet d'un traitement, de façon à préparer. On parle par exemple d'habiller le poisson, c'est-à-dire de l'écailler, de le vider ou de faire les filets de poisson avant réfrigération. Voilà, donc la réfrigération, c'est le stockage. Donc là, généralement, géré par le garde-manger, le responsable, le garde-manger. Et puis l'économa, par l'économe. Voilà.
Ensuite, l'entreprise va gérer aussi bien les entrées de matières ou de marchandises ou de fournitures dans les stocks que les sorties. Donc en entrée, on aura un bon d'entrée qui signifiera les quantités entrées en stock. Et puis, lors des sorties, on aura un bon de sortie ou un bon de réquisition suivant le service. Voilà. Et puis, tout ce qui va sortir des cuisines, eh bien, sera réparti après, soit pour la cuisine des pensionnaires, soit pour la cuisine à la carte, soit pour la cuisine des communards, donc fait par le communard. Le communard, c'est finalement le cuisinier qui est responsable des repas du personnel. Et puis la section pâtisserie. Donc il y aura peut-être un chef pour chaque élément, ou un chef de partie en tout cas, ou un second qui viendra assister le chef de cuisine. La même chose en restaurant, qui sera récupéré soit pour les restaurants, soit pour le room service ou la cafétérie, ou directement pour le service bar ou service cave. Alors, grand 2, l'organisation administrative des achats. Quand vous avez déterminé les quantités à commander, puisqu'il faut vraiment optimiser le coût de stockage. On va rentrer dans le détail tout à l'heure pour voir les différents éléments composant le coût de stockage, de façon à optimiser nos quantités de matière pour éviter les ruptures ou pour éviter d'être en surstock. Alors, une fois que vous avez trouvé la quantité, déterminé cette quantité à commander, vous allez passer donc à la décision d'achat en émettant un bon de commande, peut-être envoyé donc au fournisseur. Ce bon de commande, il va être fait en 3 exemplaires. Il y aura un exemplaire destiné au fournisseur, un autre qui va rester dans un classeur où on va précieusement garder les documents jusqu'à la fin des opérations. Troisième, qui va rester sur la souche. Vous savez, c'est plusieurs feuilles les unes sur les autres qui restent sur la souche. Le document qui comporte tous les feuillets, tous les bons de commande vierges. Ensuite, le jour de la livraison, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va contrôler la conformité de la livraison, donc le bon de commande, par rapport au bon de livraison, celui qui est dans le classeur. On va contrôler la qualité des marchandises ou des matières ou des fournitures à l'entrée, et ça de manière quantitative et qualitative, c'est-à-dire là je vous renvoie à toutes les démarches obligatoires quant à on va regarder si le poisson est frais, s'il a une bonne couleur, si les yeux sont brillants. On va regarder toutes les qualités organoleptiques du produit. Là, je parlais du poisson, donc odeur, goût, peut-être pas, parce que s'il est cru, c'est pas terrible. Enfin, vous allez regarder, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, les yeux, la peau, la brillance, le toucher éventuellement, enfin, tout ce qui est les réceptions sensorielles. Et puis aussi, vous allez regarder les températures. Il est important que la chaîne de froid ne soit pas brisée. Donc, oui, c'est ça, brisée. Vous allez regarder la température du camion, la température du produit. Les températures, vous regardez que les produits soient à bonne température. Donc, les denrées surgelées comme la glace, les crèmes glacées, les sorbets à moins 18. Enfin, et puis, plus pour les viandes, pour la volaille, etc. Enfin, vous avez le tableau des températures qu'il faut respecter sur économie.go, je l'ai trouvé. Donc je vais revenir, voilà, c'est mon bout de commande. Voilà, donc une fois qu'on a fait ce contrôle de la bonne adéquation entre le bon de livraison et le bon de commande, on prend ces 2 documents, puis on le met dans le classeur restaurant. Et on va attendre sagement le jour où la facture arrive. Quand la facture du fournisseur arrive, on va contrôler cette facture avec le bon de livraison, d'accord, qu'on avait reçu précédemment. Et si c'est bon, eh bien on regroupe ces 3 pièces et on envoie le tout au service comptabilité qui va enregistrer la facture et en attente de règlement. Une fois qu'on procède au règlement, c'est fait, eh bien on inscrit sur la facture le montant du règlement et la date du règlement, ce qui nous permet de comptabiliser que le règlement est bien parvenu. Donc on va pouvoir classer cette opération. Donc ces documents-là vont aussi être archivés et ils doivent être conservés, tous ces éléments, la facture, le bon de commande, le bon de livraison, ce sont des pièces comptables qui doivent être conservées 10 ans après la clôture de l'exercice.